Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passionné. Dans cet épisode, je reçois Paul qui est venu nous parler de sa passion, le karaté. Une discipline qu'il a découvert dans sa vingtaine et qui occupe aujourd'hui une place très importante dans sa vie. Au fil de notre échange, on revient sur ses débuts, son évolution jusqu'à la ceinture noire, mais aussi sur tout ce que cette pratique lui apporte au quotidien, bien au-delà de l'aspect sportif. Un échange comme toujours très personnel et plein de sincérité, qui donne un bel aperçu du rôle que les arts martiaux peuvent jouer dans nos vies. Je n'en dis pas plus et je vous laisse le plaisir de découvrir ça tout de suite. On démarre avec cette première question. C'est quoi pour toi la définition d'une passion ? Bon, déjà, je pense que ça fluctue et que ça peut être quelque chose qui est obsédant. Ça peut être une activité auquel on pense souvent. Ouais, je pense que la passion, c'est quelque chose qui nous habite, qu'on a envie de faire tout le temps. Et on réfléchit même pas à la faire, on n'a pas la flemme de le faire. C'est assez compliqué à dire, la passion. Après, ouais, ce qui est passionnel, ouais, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait des vibrations dans le ventre. Je pense que c'est ça, la passion. Et du coup, toi t'es venu parler de quoi aujourd'hui là dans cet épisode ? De la recette du risotto. Ah d'accord, très bien. Non, moi, je suis venu parler du coup de ma passion, qui est, je pense, dans un premier lieu, le karaté, et plus généralement, les arts martiaux japonais, parce que du coup, je pratique un second art martial. Je pense, oui, les arts martiaux, de manière générale, qui me passionnent. Tu m'as parlé donc en priorité du karaté. Donc on a tous une vague idée en vrai du karaté, enfin tous, la plupart des gens comme moi qui n'ont pas pratiqué ce sport, déjà souvent on le confond avec le judo. Ouais. Est-ce que tu arriverais à résumer en une phrase ou deux assez simple en quoi ça consiste ? C'est aussi simple, c'est juste la boxe japonaise. Ok, d'accord. En fait, le travail du karaté, c'est que tu apprends à utiliser tes mains et tes pieds comme des armes. Le karaté, ça veut dire l'art de la main vide, en fait. Et en gros, ça a été créé à un moment où la Chine avait envahi le Japon et a interdit les armes au Japon. Et en gros, en secret, les Japonais ont créé cet art martial-là pour transformer ses mains et ses pieds, ses jambes en armes. Et en fait, pallier au manque d'armes pour quand même être efficace dans un combat. Donc voilà, le karaté, pour moi, c'est la boxe japonaise. Et le judo, ce serait plutôt la lutte japonaise, on va dire. D'accord. En fait, voilà, c'est un art martial traditionnel japonais, qui est pas si vieux. Fin 1800, le début, dans ces eaux-là. Mais le créateur du japonais est mort au milieu de 1900. Donc c'est pas un art martial si vieux. Bien sûr, alors justement, ça a été inspiré aussi d'arts martiaux chinois. Ça a été inspiré des codes samouraïs qui sont des philosophies latentes au Japon. Mais voilà, t'apprends à te battre avec tes pieds et tes mains. C'est quoi ton plus lointain souvenir en lien avec le karaté justement ? J'ai un copain, Loïc, qui me parlait du karaté. C'était notre pote qui, fort costaud, quand on allait au feria ou en festival, c'était un peu notre garde du corps. Et il a testé pas mal d'arts martiaux et donc on en discutait, tout ça. Il me parlait du karaté qu'il avait fait, qu'il avait beaucoup aimé. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner dessus et à me dire pourquoi pas, si je fais un sport. Justement, je lui demandais si je devais faire un sport et tout, qu'est-ce que tu me conseillerais. Et d'après les descriptions qu'il me faisait des différents arts martiaux, le karaté, ça correspondait bien à ce que je cherchais, quoi. Et du coup, t'as démarré à quel âge ? Et B à 24 ans. C'est-à-dire que c'était une période, je m'étais mis un peu à la natation. J'étais pas sportif du tout. Au lycée, j'étais le dernier qu'on choisissait en sport. Et passé 22-23 ans, je me suis dit que c'est dommage d'arriver à, on va dire, un pic physique qui est 25-30 ans et ne jamais avoir fait de sport. Donc je me suis mis un peu à la natation et puis voilà, après en discutant justement avec mon ami Loïc qui m'inspirait en fait, je me suis dit pourquoi pas essayer un art martial et tester ça. Mais du coup, avant de découvrir donc le karaté à 24 ans, jamais t'avais essayé ou été, on va dire, initié ou sensibilisé aux arts martiaux ou t'avais déjà quand même cet attrait ou Pas du cet tout. intérêt ? C'est vraiment venu à ce moment-là ? Ouais, franchement, tu sais, j'étais ouais, bon, je suis pacifiste, machin. Franchement, non, il y avait rien qui me rapprochait de ça. Le seul sport que j'avais pratiqué, c'était le tir à l'arc,
qui est physiquement quelque chose de très simple, on va dire. Après, c'est un sport qui est complexe, etc. Mais physiquement, c'est très simple. Et sinon, non, je détestais. Tu vois, si on faisait potentiellement du rugby ou des trucs comme ça au lycée, collège, c'était un truc, ça m'horrifiait. Ah oui, donc les sports de contact de base, c'est Ouais, pas ton truc du tout, en non, fait. Ok. non, non, du tout. Après, forcément, tu sais, avec un peu les mangas, tout ça, on va dire, c'est un peu le truc qui nous rapproche, on va dire, au combat, justement aussi dans l'univers un peu japonais. Mais ça restait loin. Et jamais je me serais dit que j'allais faire un art martial, quoi. Mais du coup, tu as quand même de base une appétence, on va dire, pour la culture japonaise, parce que tu parlais des mangas, là. Ouais. Bon, après, oui, bon, ça fait partie de notre culture. Dragon Ball Z, quand on était gamin, il y avait les Yu-Gi-Oh, les Naruto, tout ça. Ça a bercé un peu notre enfance. Donc oui, il y a ce truc-là. Surtout Naruto, où ça se combattait. Et en fait, en re-regardant, tu te rends compte que le dessinateur s'inspire justement des positions d'arts martiaux pour dessiner ses personnages. Mais sans être non plus un fan hardcore, quoi. Mais bon, je pense que ça fait partie aussi de la nourriture. Enfin, voilà, le Japon, ça reste quand même une culture qui est inspirante. Et tu penses que ça a un peu joué, on va dire, sur le choix de t'orienter vers un art martial japonais, justement, ou pas du tout? C'est vraiment le fait que t'aies ton ami qui t'en ait parlé, qui t'ait expliqué les bénéfices, le concept, etc. Alors, c'est difficile à dire. On m'a parlé aussi, au lycée, j'avais un copain qui faisait du Vovinam Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien, qui est l'art martial vietnamien qui est vraiment hyper impressionnant. En fait, il y a tellement de sports de combat différents qui viennent de différents horizons. Non, je pense qu'il m'a attiré, c'est plus déjà l'aspect ceinture, l'aspect grade, c'est-à-dire qu'une progression nette et franche où ben, tu as une ceinture blanche en bas de l'échelle, et puis après tu progresses étape par étape. Puis après, ouais, le respect, tout ça. Mais en fait, je pense que ça vient vraiment de mon pote. Franchement, c'est difficile à dire. Donc là, tu as fait du karaté. Tu m'as dit que récemment, donc, tu t'es mis au judo, donc un nouveau sport de combat. Est-ce qu'il y en a d'autres qui attisent ta curiosité, que tu aurais envie de tester dans le futur? Ou pour l'instant, tu as envie de rester dans le karaté et le judo essentiellement? Le judo, c'est sûr, vu la passion que j'en ai, je pense que je vais en faire tant que je peux physiquement. Je continuerai le judo et je veux aussi passer ma ceinture noire de judo, ça c'est l'objectif. Et je pense que il y a le MMA qui m'intéresse parce que le MMA en fait, c'est les arts martiaux mixtes. Donc en gros, c'est celui qui est le plus complet dans les arts martiaux. Le karaté, c'est la boxe japonaise, donc c'est des percussions, des coups de pied, des coups de poing. Le judo, c'est de la lutte, donc c'est-à-dire que tu es un combat rapproché, tu essaies de mettre au sol, tu peux étrangler, tu peux faire des clés. Donc ça permet une belle complémentarité. Et je pense que la finalité, c'est le MMA, c'est-à-dire que sans aller se battre jusqu'au sang dans une cage, ça reste quand même un sport qui allie tous les arts martiaux. Et je pense que bien que ce soit légal que depuis 5 ans, d'ici 5-10 ans, il y aura plein de clubs sympas dans lesquels on peut s'entraîner et progresser et faire même voir des petites compétitions tranquillou. Et le karaté, par contre, t'as arrêté, t'es passé au judo ou tu continues le karaté parallèlement? Moi, je continue le karaté. Ah, donc tu fais karaté et judo, donc Oui, vraiment, et c'est pour passer les dan ensuite, c'est ça? voilà, le karaté et le judo aussi. Quand tu commences, c'était ceinture blanche, jaune, orange, vert, bleu, marron. Donc ça, c'est le passage des ceintures. Une fois que tu es ceinture marron, tu dois attendre 1 an pour tenter de passer ta ceinture noire. Quand tu obtiens ta ceinture noire, tu es premier dan de karaté ou de judo. Et après, tu dois attendre 2 ans pour passer ton second dan, deuxième dan. Après, tu dois attendre 3 ans pour passer ton troisième dan, et ainsi de suite. Alors, t'en as qui restent premier dan, ça n'empêche pas de s'entraîner. Et il y en a par exemple qui font beaucoup de compétitions, qui passent jamais leur grade, mais qui sont quand même très très forts. Et c'est très prenant parce que, on va dire, les 3 premiers dan, c'est des épreuves techniques avec un déroulé très précis, où plus tu avances, plus les épreuves sont compliquées. Et après, 4, 5, 6e dan, c'est des sortes de thèses que tu passes. C'est des oraux quelque part où tu montres. Bien sûr, tu fais des démonstrations techniques, mais ça devient très
Ça devient vraiment toute autre chose. C'est vraiment pour démontrer que tu excelles dans le... C'est presque dans la philosophie du sport, au final. C'est ça. Après, Mais après, je veux pas dire de bêtises parce que je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est sûr que les 3 premiers dan, c'est des épreuves, c'est les mêmes épreuves que le premier dan, mais de plus en plus compliquées. C'est-à-dire que par exemple, une des épreuves de la ceinture noire, tu es face à un adversaire, l'adversaire t'annonce le coup qu'il va faire et la hauteur. Oitsuki Jodan, donc coup de poing au visage. Et après, donc, il attaque son coup de poing au visage. Et puis toi, tu dois montrer que, en gros, tu bloques et tu contre-attaques. Pour le deuxième dan, mais il te dit juste la hauteur. C'est-à-dire Jodan, donc la tête. Tu sais pas ce qu'il va faire, s'il va te faire un coup de pied, un coup de poing. Et troisième dan, il t'annonce rien, il t'attaque. Et là, tu fais ton blocage et ta contre-attaque sans que ton adversaire t'ait indiqué ce qu'il allait faire. Donc c'est ça, quand je veux parler de difficulté, c'est ce genre de difficulté qui augmente. donc, quand tu passes, j'allais dire l'examen, parce que c'est l'habitude, moi, c'est que ce genre de choses que j'ai passé, mais quand tu passes la qualification de la ceinture, ton grade, donc c'est vraiment une épreuve, mais c'est rigolo, du coup, c'est pas un vrai combat, entre guillemets. Alors c'est des UV. Tu passes 6 UV. Ok, d'accord. Hein. Tu as donc le kata, qui est très, très typique du karaté. Le kata, c'est une sorte d'enchaînement de techniques qui correspondent à vraiment un peu comme une chorégraphie. C'est-à-dire que au karaté, tu en as 26 au total, 26 katas. Quand tu passes ton premier dan, tu dois en connaître 6. Et t'en présentes 2. Et tu dois donc montrer cette chorégraphie, entre guillemets, qui simule une sorte de combat, comme si y a quelqu'un qui t'attaque à gauche, hop, tu pars, tu contre-attaques, etc. Donc tu as ça. Tu as le bunkai qui est une épreuve où tu es avec un adversaire qui t'attaque et tu démontres l'efficacité de ce kata. C'est-à-dire que tu as fait ton kata, ta chorégraphie, et l'épreuve d'après, ton adversaire t'attaque et tu fais blocage contre-attaque, la suite de mouvements, comme dans le kata que tu as montré avant, pour montrer l'efficacité. Après, tu as du combat souple, c'est-à-dire que justement, tu es avec un adversaire et tu te bats sans te mettre des coups forts, quoi, mais au moins tu montres que tu sais te battre. Tu as un truc où le jury te donne des techniques en japonais. Il faut que tu montres que tu saches faire un Manji Kamae, il faut que tu montres que tu saches faire toutes les techniques en japonais. Après, pareil avec des enchaînements. Tu as justement l'épreuve que je te disais où tu es face à face. Le mec te dit, je vais t'attaquer Oitsuki Jodan. Et là, tu montres que tu sais défendre et contre-attaquer sur les coups typiques. Donc, coup de poing au visage, coup de poing au plexus, coup de pied frontal, donc Maigeri, coup de pied latéral, Yokogeri, et coup de pied circulaire, Mawashigeri. Et en fait, c'est ça, c'est ces noms de coups de pied, Mawashigeri, Yokogeri, Maigeri, sont propres au japonais. Mais en fait, quand en MMA, en boxe, en kickboxing, etc., c'est les mêmes coups de pied, c'est les mêmes techniques, sauf que c'est front kick, low kick, high kick, side kick. C'est exactement la même technique. En fait, le karaté n'a rien inventé, c'est juste la technique de coup de pied et coup de poing appliquée au Japon ou aux autres pays. Ok. Tu disais du coup que tu as démarré le karaté à 24 ans. Question bête, mais est-ce que quel que soit l'âge auquel on commence, on démarre par la ceinture blanche? Alors oui, sauf justement, il y a dans le premier club où j'étais, un petit jeune qui était un passionné. Il en a fait 3 ans dans son jardin. Bon, après, c'est, on va dire, histoire de familiale un peu compliquée, etc. Mais le mec, il est tombé là-dedans. Il en a fait 3 ans dans son jardin. Et il connaissait justement les katas, comme je te disais. Il était prêt pour la ceinture noire, en fait. Ah ouais. Donc, il est arrivé dans le club et il a dit, moi, je sais faire du karaté. Alors, j'ai pas la licence, j'ai pas machin. Et le prof lui a dit, le maître, il lui a dit, écoute, montre-moi tes katas. Et donc, il lui a montré ses katas et il lui a donné sa ceinture marron. Parce qu'il avait le niveau. Alors, t'es obligé d'avoir 1 an de ceinture marron pour passer ta ceinture noire. Et en fait, il pouvait pas le mettre ceinture blanche parce qu'il avait le niveau pour passer son grade, quoi. Parce que il avait été tellement passionné qu'en fait, il s'y est mis et en fait, il était devenu techniquement
Et puis au niveau des connaissances du vocabulaire, etc., il était devenu assez expérimenté pour pouvoir prétendre à sa ceinture marron. Mais normalement, ça arrive dans un cas sur 10 000, quoi. Mais du coup, par contre, il avait jamais combattu personne. Non. Après, voilà, tu peux passer ta ceinture noire. Moi, j'ai jamais fait de compétition. Forcément, quand tu fais des entraînements, tu peux faire du combat, etc. Mais tu as 2 types de passages de ceinture noire. La version classique, où justement tu montres tous les aspects techniques, avec le combat souple, etc. Et la version compétition, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses, je crois, 10 compétitions, que tu gagnes des points. Et en gros, au lieu de faire 6 UV, tu n'en fais que 3. Et les autres UV sont validés par les compétitions que tu fais. Donc tu peux ne avoir jamais combattu, mais prétendre à une ceinture noire. Ok, mais ça, en fait, tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, la première, j'ai des fois eu envie de tester des sports de combat, mais m'imaginer faire des combats avec quelqu'un, c'est presque rédhibitoire, en Ouais. fait. Et c'est quelque chose, vraiment, à chaque fois, qui m'a fait renoncer. Et je trouve ça chouette de savoir que ça peut se faire par une façon un peu, pas théorique, mais d'apprentissage, en Oui. tout cas, hors combat. En fait, ce qui compte, ce que le jury évalue dans ton passage de grade, c'est l'intention que tu vas mettre dans tes coups. C'est-à-dire que t'as beau avoir fait des combats, si derrière tu montres dans tes katas ou dans tes exercices, dans tes démonstrations techniques, que tu ne vas pas mettre en danger ton adversaire, ça sert à rien. Par contre, dans ton regard, dans ton geste, dans la puissance que tu vas mettre et dans ton intention de coup, même si tu ne t'es jamais battu, tu peux avoir quand même dans ton coup l'intention d'anéantir ton adversaire. Et c'est ça qui est le plus important, plus que dans la démonstration de regarder, j'arrive à mettre un coup de poing à mon adversaire. C'est vraiment regarder, si j'avais un adversaire en face de moi, je sais le mettre au sol. Je sais le mettre KO, je sais me défendre. Et toi qui, du coup, crains le combat, forcément, tu en fais un petit peu Dans les dans les entraînements. Mais bon, déjà, quand tu fais un combat, il y a ta ceinture qui atteste de ton niveau. Donc visuellement, ton adversaire sait quel niveau tu as. Ensuite, tu fais ton combat. Avant de faire ton combat, tu te salues en signe de respect. Et il n'y a aucun monde où, dans un club correct, un mec qui va te mettre la misère quand tu commences, n'importe quel, si tu es correct avec lui, il sera correct avec toi. S'il voit que toi, c'est pas ton truc, tu as un peu de crainte lors du combat, il va jamais te mettre un coup et te faire mal, en fait. C'est une sorte, un peu comme quand tu te chamailles, quand tu te bagarres quand t'es gamin, ou avec un chien ou quoi. C'est un jeu. Oui, il y a de la retenue quand même. Ton but, c'est pas de faire mal, c'est Oui. de jouer le jeu, de faire ce que tu as à faire, mais sans jamais blesser. C'est dans la philosophie de l'art martial. Alors, je pense que dans certains sports ou dans certains clubs, tu peux trouver des bœufs qui sont là pour montrer que c'est les plus forts et qui font mal, ou des démonstrations. Mais en fait, à partir du moment où tu as un bon club, avec un bon maître qui présente le respect, je sais pas, imaginons, toi, tu es une femme qui a un peu de peur, mais qui est volontaire dans sa tâche, etc. Tu vois, tu es là pour apprendre, etc. Si le maître, il voit que tu es avec un mec qui est mal intentionné, le mec, il va le virer de son cours, il va le virer de son club. Il veut pas des brebis galeuses, parce que ça sert personne. Si on veut apprendre, il faut y aller avec envie, il faut y aller avec confiance. S'il y en a un qui ruine la confiance dans le club, en fait, il a rien à faire là-bas. En tout cas, dans un bon club, et surtout, je pense, dans le karaté, dans les arts martiaux. Ça fait partie de la mentalité du sport en lui-même, dans tous les cas. Ouais, il y a des préceptes dans le karaté, de toute façon, même dans le judo, etc., de respect, de modestie, de volonté de travail, qui sont inhérents à cet art martial. Mais oui, après, moi, j'ai eu ma ceinture sans faire de compétition. T'es pas obligé de te battre, te la mettre pour passer. Oui, les seules choses que tu as fait au contact, c'est des entraînements pour appliquer les gestes, etc. Oui, alors tu fais du contact, forcément, t'as du contact, parce que sinon, ça sert à rien. Par exemple, t'as des trucs, y en a un qui attaque, l'autre qui bloque et qui contre-attaque. Bon, ça peut être doux, entre guillemets, comme ça peut être dur, c'est-à-dire que ton adversaire attaque vraiment,
Et toi, tu bloques vraiment. C'est-à-dire que tu as un tibia, un coup de pied qui t'arrive, ton avant-bras, mais tu choques contre son tibia. Ça fait mal. Voilà, après, ça s'adapte en fonction de la personne que tu as. Forcément, moi, si j'ai un petit jeune qui est en face, je vais pas lui mettre plein pot un truc. Ou alors, au contraire, si lui, il est volontaire à justement un peu s'endurcir, ben là, on y va un peu plus fort. Voilà, après, le niveau, il s'adapte vraiment. Pour reprendre l'exemple de celui que tu disais, qui s'était entraîné pendant 3 ans dans son jardin, etc., lui, il avait vraiment uniquement l'aspect théorique, du coup. Il n'était jamais allé au contact réel avec quelqu'un pour appliquer ce qu'il avait appris. Si. Mais ça, je sais pas. Mais c'est tout aussi le travail de au moins sa dernière année de formation avant sa ceinture noire. Et il faut se dire aussi que la ceinture noire, c'est, on va dire, presque le début. En fait, il y a un monde entier entre la ceinture blanche et la ceinture noire. C'est-à-dire que tu as un niveau abyssal. Mais de la même manière que tu as un niveau abyssal entre un premier dan et un 8e dan. Même beaucoup plus de... Ah bah oui, puisqu'à chaque fois, tu rajoutes une année C'est entre ça. chaque passage de dan. Et puis le mec qui est 8e dan, c'est-à-dire qu'il a consacré sa vie à cet Oui. art martial. Donc, tu me disais, oui, celui qui arrive ceinture marron, il a certainement fait que très peu ou voire pas de simulation avec une autre personne. Mais justement, cette dernière année, il fallait lui permettre de faire ça. Et puis, de toute façon, si c'est pas suffisant, eh ben, il va passer sa ceinture, il va peut-être l'échouer et il va recommencer. De toute façon, il est motivé pour le faire. Oui, bien sûr. Quand tu as ce degré de passion, dans tous les cas... C'est ça. Après, forcément, il a loupé des choses. Mais il est peut-être bien plus préparé que certaines autres ceintures marron qui ont fait un peu de tout, mais qui techniquement, dans la posture, etc., qui ne sont pas focus dessus, ben, sont peut-être un peu plus faibles. Donc, il a peut-être beaucoup d'avance sur certaines choses et du retard sur d'autres, mais qu'il aura compensé au contact du club. Quand tu as démarré, du coup, à 24 ans, tu as démarré par le karaté et depuis le moment où tu as démarré à maintenant, jamais, bon, à part avec la période Covid qui a été compliquée, mais etc., jamais tu as arrêté du coup. Non. On va dire du coup, les 2 années et demie où j'étais allé au club, juste avant Covid, j'y allais, j'essayais d'aller 3 fois par semaine. Après, quand j'ai déménagé, je suis allé dans un autre club à Marmande qui était très différent, où il n'y avait pas autant de disponibilité. Donc là, il y avait 2 jours par semaine. Donc là, j'y allais, dès que je pouvais, j'y allais, quoi. Et puis, le passage de grade avançant, et j'y allais même le dimanche, m'entraîner. J'ai eu la chance de passer mon grade en même temps qu'une autre fille qui passait aussi sa ceinture noire, donc on l'a passé ensemble. Et du coup, on a essayé de s'entraîner ensemble. Voilà, aussi, elle était dans le même objectif. Du coup, on a réussi à s'entraîner aussi tous les deux, en plus des cours classiques. Et depuis, alors justement, j'ai fait un petit peu de relâche, c'est-à-dire que après la ceinture noire, j'étais quand même inscrit l'année d'après, mais j'y allais plus 2 fois par semaine, c'est-à-dire que ça me dérangeait moins d'organiser autre chose ce jour-là et de sécher un cours de karaté. Mais en tout cas, ouais, j'ai jamais raté plus de 2 semaines de karaté, quoi. Est-ce que tu saurais dire ce que ça t'apporte comme discipline? Tu arrives à déterminer dans quel état d'esprit t'es? Est-ce que tu es très très concentré ou au contraire, est-ce que ça t'apporte beaucoup de détente, que ça te vide la tête Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de manière générale, physiquement, mentalement, au final? Dans mon premier club, le prof, le maître, il y avait un environnement qui poussait jusqu'à des états presque de transe. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une voix, donc il compte en japonais, il avait une voix, un rythme, il imposait des exercices, on était nombreux, il y avait une disposition qui fait que quand on arrivait au bout de la fatigue, l'esprit, le corps se met dans un état second pour continuer à travailler et qui mettait dans des états presque de transe. J'ai pas retrouvé ça dans mon second club, qui est un club, on va dire le premier club, c'était un club avec beaucoup de compétiteurs, où on était nombreux, il y avait un très gros niveau. Le deuxième club, c'est plus un club où il y a beaucoup d'anciens. C'était des mecs, quand ils ont commencé, ils ont appris le karaté pour se battre contre le club de rugby, quoi, en gros. D'accord. Et là, aujourd'hui, ils ont 50-60 ans et ils sont plus à la cool. Mais par contre, il nous apprend à nous défendre dans la rue, comment réagir, dans quel état d'esprit être quand, justement, on est dans des milieux hostiles. Donc, c'est l'aspect psychologique, surtout. Et puis après, de toute façon, après un entraînement, on se sent bien parce que
On a vu des techniques, on s'est dépensé. Quand on a tapé dans des sacs de frappe, on est bien vide et on s'est bien dépensé. Quand on s'est pris des coups, justement, blocage, contre-attaque, où on se prend des coups de tibia dans les avant-bras, on a très mal, on a des bosses, on a des bleus, mais c'est un bonheur sans nom. On se sent vivre, sans être masochiste, mais c'est je sais pas, on se sent vivre en fait. Et après, ça apporte, oui, quand je passais mon grade, et puis ça donne envie de se coucher tôt, de bien dormir, de bien manger, de pas fumer. Ça pousse à une bonne hygiène de vie, qui est pas constante bien sûr, mais quand on va à l'entraînement et que c'est un peu plus galère, où on se dit mince, bon. J'aurais dû moins faire la fête pour Noël. Mais voilà, après, c'est pareil. Des fois, on est fatigué, on n'a pas envie d'y aller et on y va. Et en fait, on a pris un shot d'adrénaline ou de je sais pas quelle hormone. Et en fait, on est trop bien après et on ne regrette pas. En plus, oui, aujourd'hui, on est entraîné par un vieux de la vieille, 8e Dan du coup, qui est entraîneur de l'équipe de France, qui avait été entraîneur de l'équipe de France, qui fait des stages partout dans le monde et tout. Enfin, et là, c'est encore une dimension différente. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est défini par ton maître aussi, la manière dont tu t'entraînes et ce qu'il t'apprend, etc. Et là, ça apporte encore de nouvelles choses, ça apporte une sagesse, il nous rappelle les préceptes, il nous rappelle plein de choses, et il nous fait travailler durement, sévèrement. Donc pareil, une technicité, et il est hyper exigeant, chose que les autres n'étaient pas, donc ça rajoute autre chose. Il est très très exigeant sur la position qu'on va avoir, la technique, sur l'intention qu'on va mettre. Mais il va être moins exigeant sur notre forme physique, par exemple, bien qu'il nous fasse travailler. Mais donc voilà, ça dépend aussi de la manière de qui nous fait travailler. Et en tout cas, à chaque fois, c'est toujours un bonheur, quoi. Mais justement, là, tu as parlé de forme physique. Comme tous les sports de combat, je suppose que ça demande justement, comme tu as pu le dire, une certaine hygiène de vie, mais est-ce que quand même il faut... est-ce que tu as des prérequis physiques, on va dire, pour ce genre de choses, ou c'est vraiment quelque chose qui se développe au fur et à mesure Alors nous, on ne fait pas 10 000 pompes, on ne fait pas 200 sauts à corde à sauter, on ne fait pas 300 abdos. En fait, chaque typologie physique va avoir des aspects positifs et négatifs à son art martial. C'est-à-dire que les personnes en surpoids, ils sont lourds, c'est-à-dire c'est eux les plus puissants. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids dans les sports de combat. Les personnes fines, mais en fait très minces, ils vont être beaucoup plus rapides. Les personnes âgées vont avoir beaucoup plus d'expérience, être beaucoup plus aguerries et avoir moins peur de prendre des coups, et du coup, ils vont oser plus de choses. Il n'y a pas de physique idéale, et chaque corps porte des avantages et des inconvénients. Et par exemple, quelqu'un de très souple, c'est bien, il va pouvoir mettre des coups de pied à la tête, sauf que plus tu es souple, et moins tu es puissant. Donc quelqu'un qui n'est pas souple, il est beaucoup plus puissant, il va mettre des coups beaucoup plus forts. Mais je n'ai jamais vu de gens se faire recaler à cause de leur physique ou de leur état physique. J'ai toujours vu dans tous mes clubs tous les états, des petits, des grands, des maigres, des gros, des vieux, des jeunes. Vraiment, il y avait tous les états physiques et il n'y avait aucun état qui était... plus handicapant que les Voilà, autres. c'est ça. Forcément, si on est athlétique, on va moins subir la fatigue physique, mais Oui. comme tout. Comme tous les sports, au final, ça... Comme pour monter un escalier. Oui. Voilà, après ça fluctue et puis justement, après, suivant le prof, c'est pareil. Tu vas avoir des profs, j'ai un copain qui va essayer le karaté, qui était du karaté, genre il faisait des fentes avec des poids, c'était plus du karaté presque remise en forme. Ouais, ok, je vois. Par contre au judo, voilà, au judo je suis qu'avec des petits jeunes. Donc forcément, ils ont une récupération physique, ils sont beaucoup plus performants, athlétiques que moi, et puis ils ont tous plus d'expérience vu que je suis en première année. Et nos échauffements, c'est beaucoup, on fait beaucoup de roulades, beaucoup de roues, on rampe au sol, ils nous font faire des abdos, des burpees, des pompes. Mais je pense que ça, c'est comme c'est beaucoup de compétiteurs. Forcément, la compétition, par contre, c'est celui qui fait le plus de pompes qui va gagner, entre guillemets. Enfin, c'est pas ça, mais il faut être au-dessus des autres si on veut gagner. Et donc, il faut être au-dessus des autres dans tous les domaines. À niveau technique équivalent, c'est celui qui va être le plus en forme.
Mais en soi, c'est pareil pour le judo. Alors, le judo, en fait, le karaté, je le recommanderais à n'importe quel âge. Le judo, c'est peut-être parce que c'est ma première année, mais tu chutes tout le temps et le risque de blessure est beaucoup plus important parce que tu fais des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Si tu tombes mal, ou tu te crispes, etc., tu traumatises ton corps en permanence, en fait. Donc, je sais pas si à 60 ans, tu pourrais te mettre au judo, quoique, ou dans des clubs plus tranquilles, etc. Par contre, le karaté, tu peux t'y mettre à 60 ans sans aucun problème. Et par contre, je rebondis juste sur un truc que tu as dit. Tu disais dans mon club que tu avais des gens plus jeunes que toi, mais qui avaient aussi plus d'expérience. Ça veut dire que dans un cours, vous êtes plusieurs niveaux mélangés. C'est pas des cours par niveau. Ah oui. Ok. Justement, premier club de karaté, j'arrive ceinture blanche, et le prof, il me dit, écoute, tu t'écoutes ce que je dis, je te prêterai pas attention à toi, enfin, il regarde, etc. Mais je fais comme... C'est le même cours, quel que soit le C'est niveau. ça. Et donc, tu es avec les ceintures noires. Et puis, il te dit, il te montre la technique à faire. Et puis, tu l'as fait. Alors, forcément, tu l'as fait mal. Mais à force de la répéter, et en voyant du coup les autres, tu essaies d'imiter les autres et de faire. Alors, potentiellement, tu as quelqu'un à côté de toi qui est plus fort et qui dira mets plus ta jambe comme ça, ou tiens-toi plus droit, ou regarde devant, etc. Mais oui, techniquement, tu fais la même chose. Après, quand tu pousses l'exercice, des fois, du coup, il complexifie l'exercice vraiment, il l'amène vraiment loin. Et là, dans ce cas-là, il dit, de la ceinture blanche à la ceinture verte, vous faites ça. Ok, Ceinture bleue à marron, vous faites ça. Et puis ceinture noire, vous faites comme ça. Mais 95%, c'est la même chose. C'est juste que tu le fais pas, c'est pas aussi joli que... Mais après, c'est bien aussi parce que ça te permet de voir peut-être aussi où tu peux arriver en fait dans la marge de progression. Donc, Oui. c'est un truc qui est sympa. Ça, alors, je pense que du coup, ça peut avoir aussi l'autre effet d'être un peu impressionné ou de se sentir nul par rapport aux autres, etc. Ou alors, tu peux avoir l'effet waouh, dans quelques années, je pourrais faire ça, c'est quand même vachement cool. Mais c'est exactement ça. Enfin, je pense pas que tu te puisses sentir nul parce que t'as ta ceinture autour de la taille. Donc tu sais que t'es ceinture blanche. C'est normal en fait. Et quand il pense, en fait, le mec qui est ceinture noire, en fait, il a été ceinture blanche. Et en fait, il était nul comme toi. Quoi qu'il arrive, il était nul comme toi. Et tous, même ton maître qui est hyper fort, qui est un dieu sur terre, en fait, il y a peut-être 40 ans, en fait, il était exactement comme toi. Et par contre, c'est très, très inspirant. Et c'est ça, justement, qui m'a... La deuxième étape, après avoir rencontré mon ami Loïc qui m'a parlé du karaté, la deuxième étape, c'est quand j'ai essayé le karaté. J'ai fait un cours d'essai que le club proposait. J'y suis allé, il y avait des ateliers pendant 1 heure. Et puis à la fin de l'atelier, tu te retrouves en combat libre contre un petit jeune ceinture noire. Et en fait, le mec, il te fait pas mal, il joue avec toi, quoi. Il se penche vers toi, tu essaies de lui mettre un coup de poing, il se retire, tu sais pas comment il a fait, c'est instinctif. Toi, c'est impossible de le toucher. Tu essayes par tous les moyens de le toucher, lui t'esquive, il danse avec toi, il joue comme un chat avec une souris. Et là, tu dis, merde, c'est fou ce qu'il arrive à faire. J'ai envie de faire ça, quoi. Et c'est aussi de voir, justement, comme tu disais, le niveau qu'ont les autres, plus haut gradé, en fait, ça donne encore plus envie. Tu dis, je veux faire ça, donc je vais me donner les moyens pour. Et je suis impressionné par ça, quoi. Est-ce que tu penses justement qu'il y a des a priori, des idées reçues qui pourraient freiner des gens qui auraient envie de se mettre aux arts martiaux, mais plus précisément, là, dans ce cas de figure, le karaté? Mais je crois que le karaté, ça souffre de 2 images. Soit que c'est trop violent, soit que c'est pas violent du tout. Enfin, que c'est un peu le sport un peu nul. Alors, pour ceux qui pensent que c'est trop violent, non. D'accord, très bien. Non, en fait, franchement, je connais personne qui s'est blessé. Je pense que, au contraire, c'est vraiment l'art martial où tu apprends à maîtriser ta violence. Ça rend pas violent, tu crains rien en fait en faisant du karaté. Tu crains pas de te faire mal, tu crains pas de faire mal aux autres. Si tu le fais dans les bonnes conditions et si tu es dans un bon club, et je pense que 95% des clubs sont bien, mais en tout cas, il n'y a rien qui fait que tu risques quelque chose de grave. Et le deuxième stéréotype qui fait que c'est pas assez violent, mais c'est pareil, ça dépend du club, de la manière dont tu le fais. Le karaté a été créé pour tuer avec ses mains, pour transformer ses mains en armes.
Donc tu peux en faire quelque chose qui est vraiment très très efficace. Il suffit de l'appliquer comme il faut. Un coup au plexus, étant donné que tu le répètes, j'ai dû répéter 10 000 coups au plexus. Le jour où j'ai besoin de faire un coup au plexus, je sais que j'aurai besoin de faire qu'un seul coup. Voilà, après, tu vois, par exemple la boxe taille, qui est une boxe dans laquelle il y a des coups de coude, des coups de genoux. Ça paraît très très violent et justement c'est une des boxes qui est la plus safe au niveau du cerveau. Parce que du coup, comme il y a beaucoup de coups au corps, il y en a moins qui se font au cerveau, moins à la tête et du coup c'est moins violent. Alors que par exemple la boxe anglaise, qui est juste des coups de poing au corps et au visage, la plupart des coups sont faits à la tête et donc là tu te détruis en fait la tête. Mais c'est pareil, ça dépend des clubs, et ça dépend. Mais voilà, c'est très très efficace. La boxe anglaise, c'est très très efficace, c'est une des plus efficaces. Mais philosophiquement, c'est peut-être moins dans le respect et la modestie japonaise. C'est ça aussi. Il y a moins de presque de philosophie derrière ce sport, quoi. C'est ça. Bon, après, je veux pas stéréotyper parce que je connais pas non plus Oui, bien énormément, sûr. mais de toute façon, à partir du moment où il y a une philosophie d'un pays qui est vraiment très prégnante, déjà, au karaté, t'es en tenue, t'es dans un kimono. Donc, il y a pas de différence. La seule différence, c'est ton niveau qui est défini par ta ceinture. Donc, en fait, ça induit énormément de choses. Quand tu commences un cours de karaté, tout le monde s'aligne devant le maître, qui est devant une icône, donc une photo de Funakoshi, le créateur du karaté. La personne la plus gradée dit Seiza, donc tout le monde se met sur ses genoux et s'accroupit, le maître y compris, devant la photo de Funakoshi. Shomeni Rei, tout le monde salue Funakoshi. Ensuite, le maître se retourne vers nous, Sensei Rei, et là, tous les élèves saluent le maître. Et ensuite, Otagani Rei, toutes les ceintures de couleur saluent les ceintures noires. Et ça, c'est à chaque début et à chaque fin de cours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à partir de ce moment-là, il y a un respect envers les autres, un respect envers soi, un respect envers le créateur, un respect envers son maître, qui fait qu'en fait, tu es obligé de pratiquer avec sérieux ta discipline. C'est ça en fait qui est, on va dire, le garde-fou de ce sport. Et justement, peut-être dans des sports où il y a moins ces traditions-là, peut-être que ça laisse un peu plus place à un peu de folie ou un peu de, pas de folie, mais un peu de vantardise, un peu... Parce que c'est pareil, tu te mets à nu, tu te soumets. Parce que le salut, en fait, tu poses tes deux mains au sol. En fait, normalement, le fait de poser dans la tradition japonaise, quand tu étais censé garder tes mains sur les cuisses parce que tu as ton katana à portée. En cas de si on t'attaque, tu peux sortir ton katana pour te défendre. Et justement, en posant les mains au sol, en fait, tu deviens vulnérable deviens finalement. vulnérable et tu deviens vulnérable pour ton maître, pour le créateur, etc. Donc en fait, c'est tout un cérémonial en fait qui rend ce sport respectueux et plein de gens en fait respectables, respectueux. J'y pense parce que tout à l'heure, tu disais, à force d'avoir travaillé les coups au plexus, je sais que si un jour j'ai à le faire, j'en aurai qu'un à mettre. Tu sais, il y a une espèce de légende, enfin de on-dit en tout cas, qui dit que quand tu pratiques un art martial, c'est absolument interdit de t'en servir pour te défendre et que si ça arrive, eh bien, tu peux avoir des gros soucis avec la justice, si on prouve que t'as... Est-ce que c'est du bullshit total, ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on t'enseigne? Écoute, Charline. Charline, Oui. est-ce que tu fais du karaté? Non. Est-ce que si tu mets un coup au plexus, tu vas à la justice? Bah, probablement que oui. Voilà. Non, mais je veux dire, même dans un cas de légitime défense, tu vois ce que je veux dire? Bah, dans un cas de légitime défense, t'es dans ta légitime défense. T'as le droit d'utiliser ton art martial, du coup. Bah, tu passes des milliers d'heures dans un dojo, si c'est... C'est le réflexe qui viendra dans tous les cas. Franchement, c'est compliqué. J'ose pas regarder ces choses-là parce que... D'accord, ok. Non, pas Non, de en soucis, vrai, en vrai je pense que s'il y a beaucoup de légendes... Enfin, ouais, je sais... Beaucoup de légendes. Forcément, moi, je vais pas faire ça gratuitement. Si une fois, il y a un mec ouais, va te faire enculer ou je sais pas quoi, pauvre merde, machin.
Mec, bon, bourré un peu. Forcément, là, si je lui mets un coup et qu'il tombe, mais là, je suis un con. Que j'ai fait de l'art martial ou pas, voilà. Mais si un jour je suis dans un magasin et qu'il y a un mec qui est très menaçant, voire armé, et que je lui mets un coup pour voilà, le neutraliser, en vrai, j'aurais sauvé. Si je sauve quelqu'un, tu vois, même si je vais devant la justice, en fait, que j'ai fait du karaté ou pas, ça change pas grand-chose. Le résultat reste le même. Je pense que mon club me reniera pas et au contraire, sera très fier de moi. En fait, c'est ça ce qui compte le plus. C'est qu'est-ce que ton sensei, qu'est-ce que ton maître pense de ce que tu as fait. Si tu as sauvé quelqu'un ou si tu as sauvé ta peau, c'est ce qui compte le plus. Et je préfère qu'on vienne me voir en justice qu'on vienne me voir à la Oui. morgue. Non, Mais ça fait sens, ça fait sens. Donc actuellement, tu fais du karaté, du judo. Tu dédies à peu près combien de temps à l'un et à l'autre par semaine? les cours de karaté sont de 1 heure, les cours de judo sont de 1 heure et demie. Quand je suis chez moi, le week-end inclus, je fais 2 cours de karaté, 2 cours de judo. Donc ça fait, au final, c'est pas tant que ça fait 5 heures au total par semaine, 5 heures de sport. Et tu ressens ça suffisant pour te rassasier? T'aimerais en faire plus ou bien c'est vraiment Ouais, assez? franchement, c'est bien. Le judo, je pense que comme c'est le début, c'est compliqué et que je me crispe sur les chutes. Donc c'est pour ça, c'est assez douloureux. Parce qu'en fait, tu tombes, en fait, tu subis comme, tu sais, quand tu as un accident de voiture, un truc comme Oui. ça, tu as des courbatures parce qu'en fait, tu t'es crispé au moment du choc. Mais c'est un peu ça au judo. Certainement que ça ira mieux avec les années, mais ouais, je me sens bien rassasié. J'ai pas besoin de plus. Genre, juste 2 entraînements dans la semaine, là, c'est un peu sur sa fin. 3 entraînements, je pense, c'est pas mal, 3 voire 4. Après, voilà, j'ai soif d'apprendre du judo, donc dès que je peux y aller, j'y vais vraiment avec envie et je me sens me poser de questions. Est-ce que justement tu sens du coup les impacts sur ton quotidien? Enfin, c'est plutôt en deux questions. Ma question c'est est-ce que tu sens que depuis que tu as fait rentrer ça dans ta routine de vie, est-ce que ça a vraiment changé des choses, même sur ton quotidien, que ce soit mentalement, physiquement ou sur un tout autre aspect? Et est-ce que tu as la sensation que si un jour t'arrêtes les arts martiaux, ça aura un impact important aussi sur ta vie? Mais déjà, le truc, tu me dis si tu arrêtes, franchement, je pense que je déprimerai. Ok, donc ça aura un impact. Ouais, ça aura un impact très négatif. Et je me disais même, je suis sûr, je me casse une jambe, je vais au dojo et je fais travailler que les mains. Ouais, je me vois pas arrêter. Je me vois vraiment pas arrêter. Est-ce que ça a un impact positif? Enfin, sur mon quotidien, oui. Physiquement, ben, je me sens très en forme. Avant, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux, j'avais pas trop confiance en moi. En plus, à la base, tu vois, j'étais le petit, tu vois, quand j'étais au collège, lycée, tu vois, j'étais un peu pas sûr de lui et un peu frêle. Après, j'ai grandi, mais je me tenais pas droit, un peu courbé, je regardais pas les gens dans les yeux. Et en fait, le karaté t'oblige à regarder ton adversaire dans les yeux, il t'oblige à te tenir droit, et du coup, tu acquiers une posture et une manière d'être très différente. Une confiance en soi aussi qui change tout, et même dans la rue, quand tu te balades dans la rue. En fait, ben justement, c'est pareil. Tu peux te faire emmerder parce que t'as des mecs qui recherchent juste une victime, entre guillemets. Mais quand tu regardes dans les yeux, que tu dis bonjour et que tu vois que la personne voit que t'as pas peur, bah, ça change déjà beaucoup de choses. Donc ça enlève cette peur. Et tu vois justement, là, il y a, je sais pas, 1 mois ou 2, je vais dans la supérette en bas de chez moi, un peu tard, et il y a un mec complètement ivre qui vient, il insulte le commerçant, il crache, et moi j'étais derrière ça, et j'étais très calme, je regardais, comment dire, je m'imaginais. En fait, j'étais sur le qui-vive, prêt à, s'il commençait à toucher au mec ou à être violent vraiment, et quoi faire. Et du coup, j'étais très calme et ultra prêt à agir. Et je pense que si j'avais pas fait d'art martial, j'aurais peut-être eu peur. Je me serais peut-être mis en recul ou j'aurais peut-être vraiment eu la pression qui monte et à pas quoi savoir faire, presque à paniquer. Et là, c'est vrai que comme j'étais prêt et que je savais exactement quoi faire, j'attendais juste qu'il y ait les débordements. Après, le mec, il a eu sa bière et puis il s'est barré en jetant l'argent sur le mec et en crachant. Bon, il n'y a pas eu de contact physique. Voilà, ça me donne un calme dans ces épreuves-là. Et puis même, tu vois,
Une fois, je me balade avec une copine à rue Sainte-Cat, donc le soir, la nuit. Et tu vois, tu sais, t'as des gens qui traînent, machin et tout. Et je la fais passer de l'autre côté de moi. Enfin, tu vois, on va dire, j'essaie de gérer la sécurité des gens avec qui je suis pour justement pouvoir agir et mettre en sécurité les gens avec qui je suis. Justement, par rapport à ta question, qu'est-ce que ça change? Forcément, ça, c'est pas que ça rend un peu parano, mais c'est que tu penses beaucoup plus à la sécurité, aux dangers potentiels, que quand tu n'y as pas. En fait, quand tu passes plusieurs heures par semaine dans un dojo où on t'apprend à te battre, forcément, tu penses à des cas de figure, des configurations. Mais est-ce que tu penses plus au danger potentiel ou est-ce que tu penses plus à la façon de contrer le danger? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je vois par exemple, si je me balade le soir dans la rue et que il y a des gens alcoolisés qui Oui. viennent me prendre la tête, etc., art martial ou pas, je vois le danger et je l'analyse. Donc, est-ce que en dehors des arts martiaux, t'aurais pas vu aussi le danger, mais que c'est plus là aujourd'hui que t'as une vision qui est différente, c'est-à-dire au lieu d'être en mode un peu en sidération face au danger, t'as plutôt un esprit analytique de ce qui pourrait se passer et comment contrer la situation. Oui, forcément. C'est sûr que forcément, quand tu es dans des situations entre guillemets à risque, tu y penses, mais n'importe qui y pense. Mais c'est vrai que oui, j'essaie plus d'analyser, de trouver la solution pour mettre le plus en sécurité, donc d'éloigner, on va dire, la personne la plus vulnérable, de se mettre, je sais pas, dans une posture qui va être le plus adapté, prêt à, on va dire, soit se défendre, enfin, voilà, ou se protéger du danger. Parce que là, par exemple, à Sainte-Catherine, les mecs, ils avaient, je sais pas, des feux d'artifice ou je sais pas quoi, et ils étaient proches des gens, ils s'approchaient, tu vois, donc, ou rien que de mettre une main pour écarter ou des trucs comme ça. C'est, oui, un des trucs qui fait partie de mon quotidien maintenant que je fais les arts martiaux. Après, là, je vis dans une petite ville où c'est tranquille. Donc, bon, ça n'occupe pas mon esprit, mais quand je retourne dans une grande ville et la nuit, tout ça, oui, ça compte. Question un petit peu pratico-pratique pendant que j'y pense. Est-ce que c'est des sports qui coûtent cher au niveau matériel, licence? J'ai aucune idée de ce que ça nécessite. 1 000 € par jour. Non, mais en fait, j'ai beaucoup la vision de quelque chose justement d'assez humble comme sport où tu as besoin d'une tenue. Mais bon, ton Kimono. c'est vrai, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça? Oui. ton kimono, tu vas pas le changer tous Non. les 6 mois. À la limite, t'as ta ceinture, peut-être que t'achètes chaque fois. Même pas. La ceinture, on te la donne. Le kimono, pour l'instant, j'ai acheté 2 kimonos de karaté en 8 ans. Donc ça coûte, allez, 70 balles, un truc comme ça. T'as un pour 70 balles tous les 4 ans. Donc, Voilà, niveau dépenses, ça va. Et la licence, je crois que j'ai payé 200 € et 230 pour le judo. Ouais, c'est un truc comme ça, mais c'est une licence de sport classique, je crois. Ouais, t'en as pour les 250 € à l'année en moyenne. La ceinture, on te la donne, ils ont des gros rouleaux de ceinture. Et la ceinture noire, c'est souvent offert par le club, OD, etc. Après, c'est le cadeau que te fait le club. Voilà, il n'y a pas d'autres dépenses. Ici, des petites sandales pour monter au dojo. Mais je suppose que pareil, ça doit pas être l'accessoire qui coûte hyper cher. Pour revenir un peu à ça, donc, t'as commencé par le karaté, t'as passé toutes tes ceintures, t'es allé jusqu'à la ceinture noire, ce qui est un peu, même pour les gens comme moi qui sont pas du tout adeptes des arts martiaux, enfin, c'est vu en tout cas comme le but ultime, même si après t'as les dan et tout, mais donc toi déjà t'es allé jusqu'à la ceinture noire, c'est fou, moi je trouve, d'arriver jusqu'à ce niveau-là, mais ce qui est encore plus fou, c'est que t'es allé jusqu'à la ceinture noire et t'as redémarré un nouveau sport à la ceinture blanche. Et je me dis, ça doit être dingue parce que du coup, dans la même semaine, t'as porté à la fois une ceinture blanche et une ceinture noire dans 2 sports différents. Oui. Et du coup, il y a un sport où t'as quand même une maîtrise d'X années d'expérience et l'autre sport où t'es totalement novice. Oui, c'est retour à modestie. Et surtout que les gens du judo savent pas que je suis ceinture noire. Ah ouais. Tu leur as pas dit? Non. Je pense qu'il sait à peu près, mais il a dû oublier que je fais du karaté, mais ils savent même pas que j'ai ma ceinture noire. Au contraire, en fait, c'est justement... Moi, j'ai envie d'apprendre toute ma vie, d'apprendre plein de choses.
Et en fait, justement, c'est là où le plaisir est le plus intense, c'est le renouveau et ce plaisir-là de recommencer à la base et d'avoir tout un monde devant soi. Forcément, des fois, ça démange un peu de laisser traîner un peu sa ceinture noire et tu vois, ça démange un peu, mais bon, c'est pas, ça apportera rien. Mis à part un peu d'orgueil, mais j'ai aucun souci avec le fait de recommencer à zéro. Après, voilà, j'ai des atouts que les autres n'ont pas, vu que c'est que des petits jeunes. Forcément, ben, j'ai on va dire une force physique qui est un peu plus poussée. Et puis aussi, avec le karaté, on a beaucoup de poignes. Et en judo, il faut de la poigne. Et du coup, j'ai, pour un ceinture blanche, des atouts que d'autres ceintures blanches ne pourraient pas avoir. Donc des fois, j'en surprends quelques-uns parce que j'ai acquis certaines choses avec le karaté. Mais au contraire, recommencer à la base, c'est un plaisir. J'ai aucun mal avec ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Alors, si ça se trouve, tu vas me dire que comme l'histoire du fait qu'on ne doit pas utiliser les arts martiaux, ça se trouve, c'est un bullshit. Mais j'avais entendu du coup que même après la ceinture noire X Dan, t'as de nouveau la ceinture blanche? Non, enfin bon. Déjà, mon premier maître, il avait une ceinture blanche, mais c'est parce que sa ceinture noire était tellement usée que Ah oui. le noir qui est par-dessus, c'était enlevé, quoi. Non, je crois qu'au bout du 5e ou 6e dame, tu passes ceinture rouge et blanche. Mais ça, c'est des trucs. En fait, c'est pour les mecs qui se la pètent. Ok. Parce que le mec qui vient en stage avec sa ceinture rouge et blanche, c'est juste montrer, ouais, moi je suis 6e Ouais. dan. Alors que le mec qui a rien à prouver, qui est 6e ou 7e dan, le maître qu'on a qui est 8e dan. Donc en gros, 8e dan, ils sont, je sais pas, peut-être 10 en France, un truc comme ça. Vraiment, Ouais. ou 20, mais tu vois, c'est le haut du panier. Ben, le mec, il a sa ceinture noire et il dit pas qu'il est 8e dan. Et j'ai jamais entendu dire qu'il était 8e dan. Pourtant, ben, on le sait parce que voilà. Il n'y a pas d'inscription sur la ceinture qui se rajoute ou des trucs. Non, mais c'est pareil, c'est Ok. un truc de mec qui se la pète, tu vois. C'est là où le sport fait ses filtres, c'est que bah, le mec pas modeste, enfin qui se la pète, personne va s'entraîner avec lui. Personne ne veut un maître qui se la pète, parce qu'en fait, tu veux un maître modeste qui est là pour t'apprendre, et non pas un mec qui est là pour montrer que c'est lui le plus fort. Hmm. Sinon, tu te casses. Ouais. Non, mais parce que justement, j'avais entendu justement que le retour à la ceinture blanche, au contraire, c'était un côté très humble pour dire, bah en fait, toute ta vie, t'es apprenti et tu... Mais si ça se trouve, comme je te dis, c'est peut-être une surinterprétation. En fait, bah, moi, dans les clubs, j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Après, c'est possible. Mais par exemple, tu vois, tu as le jiu-jitsu brésilien. À la base, le jiu-jitsu, c'est un art martial japonais qui mélange, on va dire, karaté et judo. En gros, c'est une sorte de MMA japonais où au début, ben, tu te boxes et puis ça peut partir en lutte, ça peut partir en soumission, etc. Sauf que ben, les Brésiliens ont été beaucoup imprégnés par la culture japonaise, et notamment le jiu-jitsu, et ils ont créé leur jiu-jitsu brésilien qui est un art martial de lutte au sol. Ouais, tu luttes et tu fais beaucoup de prises, de clés de bras, etc. C'est pareil, il y a un kimono, mais qui est noir et bleu, noir ou bleu. Donc, mais tu as quand même un kimono, mais qui est de couleurs différentes. Et les ceintures sont aussi de couleurs différentes. Tu as ceinture blanche, ensuite bleu, violet, marron et noir. Et tu as des petites barrettes, tu as des grades dans les ceintures. Donc, peut-être que ceux dont tu as entendu parler, c'est pareil, il y a certains arts américains qui pratiquent un karaté dans lequel ils incluent une ceinture violette, qui n'existe pas D'accord, ok. dans les arts martiaux traditionnels japonais. Pareil, au sein du karaté, moi je fais du karaté Shotokan, donc qui est le karaté traditionnel créé par Funakoshi, créateur du karaté. Tu as du karaté Wadoryu, Kyokushinkai, Shitokan, et en fait, tu as des petites différences. En général, c'est sur des termes, et aussi par exemple le Kyokushinkai, qui est un karaté prévu vraiment beaucoup pour la compétition, où là, il n'y a pas de coup de poing au visage, ce qui est très bien, parce que du coup, tu as coup de poing au corps, coup de pied au corps et potentiellement au visage, mais du coup, en fait, c'est très violent, mais ça préserve énormément la santé, parce que tu ne te prends jamais de coup de poing au visage, et par contre, tu peux mettre des KO avec le foie, etc., mais c'est extrêmement violent, extrêmement dur, ça endurcit énormément, mais il préserve énormément la santé de
de ses compétiteurs. Donc voilà, peut-être que ce truc-là de D'accord. retour à la ceinture blanche, c'est peut-être quelque chose qui vient d'un des styles d'autres karaté ou d'autres arts martiaux. Mais en tout cas, nous, en club, on n'en parle pas. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter en lien avec le karaté? Justement, pendant le confinement, on s'est retrouvé avec mon ami Loïc dans sa maison de campagne, avec un grand terrain, un grand jardin, des poneys à côté. Et on allait faire du sport. Du coup, on n'avait pas de matériel, etc. Mais on faisait du karaté. Alors, je faisais un peu le prof, ou lui aussi, ou alors lui faisait beaucoup de muscu, donc il faisait un peu le coach sportif. Et après, moi, je faisais un peu le coach karaté. On faisait des coups, enfin des coups de pied, des coups de poing. On s'entraînait à faire voilà, du karaté. Et après, on se faisait des combats tous les deux dans le jardin, à se mettre justement des coups dans le corps on était deux idiots quand même. Mais justement, il y avait un peu cette boucle bouclée Loïc me fait découvrir ça et on se retrouve tous les deux isolés sans pouvoir avoir de contact justement avec le club de sport, etc. Et au final, on s'entraîne. On partage la passion qui... On pas réunis parce qu'on s'était réunis sur d'autres choses, mais enfin en tout cas cette passion commune que je partage avec personne d'autre. Et on était les plus heureux, je pense. Mais j'allais te demander en suivant, c'est quoi ton plus beau souvenir avec le karaté, mais Ouais, je pense ça. Ouais, c'est ça. Après, si, je vais te décrire, on va dire, dans mon premier club. En fait, c'est un dojo, qui est un grand dojo, avec une partie vitrée. Et la partie vitrée donne sur une forêt avec une rivière. Quand on commence, donc on a tout ce cérémonial de salut, etc. Et quand on commence l'échauffement, il y a le maître au milieu, du coup avec sa ceinture blanche parce qu'elle est noire mais oui. elle est usée, qui compte en japonais et nous on court tout autour du tatami et il compte en japonais, il nous dit ce qu'il faut qu'on fasse sur les termes en japonais et il compte en japonais avec sa voix rock et c'est quand on court, lui il est au milieu et il prépare son cours en faisant des mouvements de technique qu'il va nous faire après. Donc en fait, tu as 20-30 personnes qui courent comme ça autour de quelqu'un qui compte en japonais et qui fait des techniques comme un vieux sage, quoi. Et en fait, et dans justement ce dojo, très grand dojo à vitré avec vue sur un cours d'eau. Et en fait, ça te donne des frissons. Je pense que c'est une des plus belles images dans mon karaté. Enfin, c'est le truc qui me a confirmé le fait que j'aimais ça, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Trop bien. Aujourd'hui, tu fais un métier qui est complètement éloigné du sport. Aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu fais de l'impression 3D. Ouais. Je suis artisan, créateur, designer, on va dire ça. Donc du coup, c'est totalement éloigné de l'univers du sport, de l'univers des arts martiaux. Est-ce que si c'était à refaire, si tu avais eu, ou même si maintenant, là, tu avais une opportunité, est-ce que tu penses que ça te plairait d'avoir un travail en lien avec le karaté ou les arts martiaux ou le sport en général, hein? Donc, franchement, je vois pas. Je pense que je garderai ça comme une passion et je pense que justement, le métier que je fais aujourd'hui, à la base, aurait pu être un hobby, mais comme tu as des contraintes financières, des contraintes d'URSSAF, tu rentres dans une autre dimension où le plaisir remplit les 5 ou 10% du quotidien dans l'activité. Et je pense que je ne me mettrais pas à faire mon métier, ça. Ou alors il faudrait que je sois rentier, enfin, que j'ai pas besoin de sous pour faire ça, quoi. Donc j'ai envie de garder ça comme un hobby, une activité annexe. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ton métier actuel, par rapport à l'impression 3D, etc. Il y a une question que j'aime bien poser à chaque fois, c'est est-ce que tu penses que le travail
et la passion sont compatibles? Est-ce que pour toi, en fait, la contrainte du travail, ça peut entacher le côté passionnel? Est-ce que ça peut enlever tout ce qui fait au final qu'on aime faire ça parce qu'on va le faire par des obligations, par des contraintes, il y a moins de ludique? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ça peut nourrir la passion, ça peut changer la façon dont on la ressent, dont on la pratique, et ça peut la challenger, etc. Je pense que si t'as pas cette contrainte d'argent, si tu te fais beaucoup d'oseille avec peu de travail, je pense que travail et passion sont totalement compatibles. Quand tu as justement une pression financière, imaginons tu commences un travail dans quelque chose qui te passionne. C'est super, etc. Sauf que pour vivre, pour bouffer, ben, il faut que tu fasses rentrer de l'argent. Donc tu vas faire des concessions dans ta passion pour générer de l'argent. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui te plaisent moins. Si tu es seul à ton compte, tu vas devoir faire un panel gigantesque de métiers, de communication, d'administratif, de commercial, qui vont pas te plaire ou qui vont occuper une grande partie de ton temps et qui vont entacher ta passion. En fait, c'est un luxe de pouvoir travailler et garder sa passion dans son travail si justement tu t'émancipes de tout un tas de choses négatives. Dans ce que je fais, j'aime bien parce que je crée des produits et je les vends en partie sur les marchés. Donc c'est-à-dire que je prends une table, je mets mes créations sur la table et je parle aux gens et les gens m'achètent mes créations. Et cette partie-là, je l'adore. J'adore parler avec les gens, être l'été au bord de mer, avec les gens en vacances, discuter avec eux. Et puis après, la vente se fait ou se fait pas, mais je m'en fiche, j'ai passé un bon moment. Et la deuxième chose que j'aime bien, c'est créer des nouveaux designs. C'est-à-dire que j'ai une idée, je veux concrétiser cette idée jusqu'à en faire un produit, ça j'aime bien. Mais à côté de ça, t'as plein de choses qui sont pas agréables, comme payer d'URSSAF, comme faire de l'administratif, faire des comptes. T'as plein de choses qui sont désagréables et qui du coup représentent peut-être, en fait, même si c'est pas au niveau du temps, mais peut-être on va dire en charge mentale ou en fait ça te bouffe le reste. Par contre, si je gagnais plein d'argent, genre je fais un marché, je gagne 20 000 euros. Bah là, oui, je pense que je vivrais de ma passion, je serais passionné. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ou alors il faudrait générer beaucoup de sous, sous-traiter les tâches compliquées et garder le meilleur. Oui, en gros, au final, tout ce qui n'est pas relatif à ta passion, c'est-à-dire l'administratif, la communication, tout ce qui fait vivre la société, ça, si tu le délègues, il te reste au final que le côté passion. Ouais, mais c'est pas le cas, donc pour l'instant, ça n'est pas une passion. Mais voilà, après, je prends du plaisir, je suis très heureux dans mon travail. Et, mais en tout cas, je suis pas passionné par l'ensemble de mon travail, mais c'est pas grave, c'est pas... Après, je connais des gens qui essayent, ou des artistes par exemple, qui veulent essayer de faire que de l'art. Ben, s'ils sont confrontés aux ventes et qu'ils galèrent à vendre, eh ben, soit ils restent dans la galère de la vente, donc on va dire l'artiste un peu marginal, pauvre, entre guillemets, mais ils peuvent garder cette âme d'artiste, cette âme de plaisir. Mais je sais pas si tu es ensemble quand on est allé à Sarlat et qu'on avait vu l'artiste en haut. Tu sais, il y avait des toiles, plein de toiles. Ah, ça me parle. Et le mec, il disait, ben, pour être artiste, le problème, c'est que tu es obligé de faire plein de petits tableaux dans un but commercial, les vendre pour après avoir ce plaisir d'être artiste à côté. Mais tu as quand même cette obligation de faire des petits trucs commerciaux pour continuer à vivre. Et tu vois, je pense que les gros entrepreneurs qui justement ont dépassé ce cap, ils prennent du plaisir, ils se consacrent à ce qu'ils veulent, quoi.
Mais il faut passer un certain cap, je pense, de tranquillité d'esprit, tranquillité financière, pour garder que ce qu'on veut, quoi. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu as d'autres passions en dehors du karaté, du judo, des arts martiaux? Bon, après, c'est un peu bateau, mais j'aime bien cuisiner. Mais est-ce que tu sais, si tu te bases, on va dire, sur la définition que tu m'as donnée au début de la passion, est-ce que tu as la sensation qu'il y a une autre activité qui occupe cette place-là Mais c'est vrai que pour le coup, la cuisine, c'est vrai du moins en ce moment, comme je m'intéresse pas mal à ça, que je fais beaucoup d'expériences, se conférer au repas de ce soir, ça, c'est assez passionnant. Dans ce sens-là, c'est assez passionnant de ce qu'on peut faire en cuisine, de ce qu'on peut expérimenter, de toutes les techniques qui existent en cuisine de conservation. C'est assez passionnant, ouais. Juste pour préciser, la référence au repas de ce soir, c'est juste que Paul est venu avec une petite panoplie sympa de produits lacto-fermentés et de pickles. Et c'était une dégustation très cool. Donc voilà, c'était juste pour... Il y a aussi petite ref. le filet mignon séché aussi. Oui, il y a ça aussi, oui. Oui, donc c'est vrai que ça fait plusieurs expériences entre la salaison, la lacto-fermentation. Et du coup, si un jour je te dis, bah, est-ce que tu as envie de refaire un épisode est-ce que tout de suite, là, justement, tu as un sujet qui te viendrait en tête où tu dis, ah ouais, je me verrais bien parler pendant 1 heure et demie de ça. Mais sur la cuisine, après, c'est compliqué parce que, tu vois, j'ai pas de CAP cuisine ou un truc comme ça. Non, enfin, mais et aussi, je sais pas si on peut parler du... Enfin, Non, mais c'est plus dans toi pour savoir dans quelle démarche t'es. Tu vois, typiquement, quand je t'ai proposé qu'on fasse un épisode ensemble, tu m'as dit, ouais, ok, je vais parler du karaté. Mm. Tu sais, il y a cette espèce de truc instinctif. À chaque fois que je propose à quelqu'un, alors c'est que j'ai un peu sondé avant, que j'ai un peu capté qu'il y avait un truc qui les habitait, mais je ne les influence pas dans... Comme pour toi, je t'ai jamais dit, est-ce que tu veux faire un épisode avec moi, on parlera de karaté. Je pose la question, est-ce que tu veux faire un épisode avec moi et de quoi tu auras envie de parler. Et toujours, les gens, ils ont une réponse très instinctive. Tu vois, Maxime, sur son épisode avec les figurines, c'est un des premiers à qui je l'ai proposé. Et vraiment, ça a été immédiat. Il m'a dit, oui, je le ferai, on parlera de la peinture sur figurine. Il n'y a pas une once d'hésitation dans la passion, en fait. Et c'est ça qui est assez dingue. mais ouais, après, en fait, je me sens pas assez expert Ok. en cuisine. En fait, je suis plus un apprenti sorcier, quoi. Mais ça serait plus sur une discussion plus qu'un podcast. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses, du coup, que la passion nécessite une expertise ? Non, mais les expériences que je fais n'impliquent que moi. C'est-à-dire que, ben, ou toi, quand je vous fais goûter, etc. Donc, mais si, par exemple, je dis, il faut faire sécher son magret Oui. 12 heures et qu'il y a des gens qui tombent malades, tu vois, Oui, non, mais je vois. Voilà. Mais après, le karaté, quand j'en parle, ben, là, les gens doivent passer par un truc d'un club, etc., d'une structure qui fait que ben, je me dédouane de toute responsabilité. Ok. Mais l'alimentation, peut y avoir plein de choses à dire sur les trucs. Mais tu vois, par exemple, comme on disait, le microbiote, etc., je pense que je ne serais pas assez calé pour... quand on discute entre nous, ça n'implique que nous et c'est Mais sous réserve d'être... C'est là où il y a toute la nuance, du coup. C'est que ma question, au fond, c'est est-ce que il y a autre chose dans ta vie, au même niveau que le karaté, d'un point de vue passionnel, justement. Tu vois, c'est-à-dire que le karaté, visiblement, tu avais très envie d'en parler, et c'est quelque chose qui est venu de façon instinctive. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a, sans parler d'expertise, sans parler Mais oui, de maîtrise, est-ce que tu sens qu'il y a un autre sujet qui arrive à ce niveau-là ? Mais moi, justement, ce truc-là d'alimentation, c'est un truc où je me dis, pourquoi pas faire des vidéos où, tu vois, de montrer juste des recettes où, justement, on peut manger très, très bien, avoir une très bonne santé et pour pas cher et sans se compliquer la vie. Ça, je pense, c'est un truc, moi, qui me tient à cœur et que, justement, j'essaie d'appliquer. Et quand ben, y a les copains qui viennent ou quand je vais voir des copains,
C'est un savoir que j'ai envie de partager parce que je pense que, tu vois, nous, on a eu, il y a 2-3 mois, les inondations qui ont fait coupure d'électricité et les potes qui ont perdu leur congélateur, leur frigo, etc. Ben, avec des méthodes de conservation qui sont simples et très accessibles, en fait, tu t'émancipes de tous ces trucs-là pour pas cher et justement pour faire des économies, pour t'émanciper de l'électricité. Ça, c'est un truc que je pense qu'il serait important à transmettre, d'en parler et de dire que c'est faisable et que c'est pas cher, justement dans un contexte économique où c'est pas toujours évident. Je pense que c'est une chose qui peut être intéressante. Pour revenir au karaté, j'avoue que j'ai un peu un objectif caché avec le podcast. C'est que, en plus de découvrir plein d'activités, de passions, etc. différentes, j'ai l'envie en fait de découvrir jusqu'au bout. Et ce qui fait que, par exemple, avec Maxime, il m'a fait une initiation à la peinture sur figurine. Alors, est-ce que tu te sentirais de me faire une initiation à l'occasion au karaté? Ouais, il y a moyen. Hein. Faut enlever ses chaussettes. Ça devrait aller. Ça, je pense que pour l'instant, Ouais. c'est dans mes capacités. Voilà. Ok, bah au beau jour, on s'organise ça si Oui, ça si te tu dit. veux, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais rajouter sur le sujet ou est-ce que t'as la sensation qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que t'aurais aimé que je te pose pour compléter? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important par rapport au karaté ou à l'art martial. C'est que il n'y a aucune bonne raison valable qui excuserait le fait de ne pas s'y mettre. Si on a envie de faire un art martial, qu'on soit vieux, qu'on soit en mauvaise santé, il y a même des handicapés moteurs, des handicapés mentaux qui s'y mettent et qui excellent. Il y a un papy qui s'y est mis à la retraite, quoi, 65 ans, qui était vraiment en surpoids et qui a passé sa ceinture noire. Il y allait souvent. Il a passé sa ceinture noire au bout de 5 ans et était hyper fort. Il n'en avait plus rien à faire. Il était fort, costaud et cassait la tête à tout le monde. Il faisait compétition. Pourtant, s'il est mis à 65 ans passés sans avoir fait de sport avant. Et en fait, quand on voit tout le panel de gens qui en font, il n'y a aucune raison de se dire « Ah non, mais moi, je peux pas pour telle ou telle raison. » Bon, mis à part si on n'a pas envie. Mais en tout cas, si on a envie, Oui, il n'y a rien qui doit nous freiner. Strictement rien. On peut pas se trouver de bonnes excuses parce qu'il n'y en a aucune de bonne excuse. Se dire « Ah non, en fait, pour moi, c'est pas, je peux pas parce que si, parce que ça. » C'est ouvert à tout le monde. Tant qu'il y a un club, il y a beaucoup de clubs en plus, tant qu'il y a un club respectable à côté de chez soi, il suffit juste, soit début septembre, de regarder les clubs autour, de les contacter, demander, faire une initiation. Ils vous accueillent à bras ouverts pour tester l'art martial, en venant avec une tenue sport, quoi. Et ou alors, il y a les forums des associations, où il y a toutes les associations de la ville ou du village qui montrent les différents sports. Et en fait, il y a juste à aller voir, se renseigner, et essayer. En fait, ça coûte rien d'essayer. Justement, comme je disais, tout le monde commence de la base. Il n'y a aucune honte à aller. Et il n'y a aucune honte à tester et à s'initier, même juste 1 an. En fait, ça coûte le prix d'une licence, mais c'est pas grand-chose. Et puis, ça change beaucoup de choses dans une vie. Ça change la confiance qu'on peut avoir en soi. On ne le fait pas que pour soi, on le fait aussi pour les proches avec lesquels on vit, parce qu'on devient aussi un peu, un petit peu protecteur, on va dire. Si on se sent faible, c'est le moyen aussi de se sentir plus fort. Si on a un surplus d'énergie, même pour les enfants. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Inscrivez vos enfants dans des sports de combat. Qu'ils soient justement en trop plein d'énergie ou un peu bagarreurs, c'est un moyen justement de les canaliser et qu'ils puissent exprimer ce truc-là. Et ils vont être avec des profs qui vont justement leur apprendre, parce que c'est des professionnels de ça, qui vont leur apprendre à se canaliser, à utiliser leur énergie à bon escient. Et puis si justement ils sont un peu réservés et ou on va dire
un peu, on va dire, martyrisés ou un peu terrorisés par leurs camarades de classe ou leur environnement, eh bien, c'est le meilleur moyen qu'ils se sentent forts, protégés par eux-mêmes et qu'ils s'épanouissent dans une discipline. Je parle du karaté, mais ça peut être la boxe, ça peut être le judo, ça peut être le Vovinam Viet Vo Dao, ça peut être la boxe thaï, ça peut être la lutte, ça peut être tout un tas de sports qui ça donne confiance en soi, ça donne confiance en l'autre et ça ouvre sur une nouvelle vie. Ben, c'est une belle façon de conclure, je trouve. Merci beaucoup. Si un jour tu veux parler d'autre chose, de lactofermentation ou de pickles ou de cocotte en fonte, n'hésite pas, ou toute autre chose. Cocotte en fonte, ça ira très bien. D'accord. Mais c'était vraiment un plaisir, en tout cas, merci beaucoup. Et j'espère que l'exercice t'a plu aussi et que t'as passé un bon moment. Merci à toi, Charline. Ça fait très plaisir de parler de tout ça et puis de partager ça. Puis ça permet aussi de faire un peu le bilan aussi de ces années de pratique et de les extérioriser et puis de les exprimer. Ça permet d'en prendre conscience aussi. Donc merci à toi, Charline. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et vous a donné envie de découvrir d'autres passions et même pourquoi pas de venir parler de la vôtre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et de lui mettre 5 étoiles. C'est la meilleure façon de lui donner de la visibilité. Pensez également à suivre la page Instagram de Passionné pour ne rien manquer. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à très vite, restez curieux et surtout passionnés.